Merci Madame Chilali. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous une nouvelle facette des DICV, donc qu'on commence à bien connaître durant ces dernières années. Ce sont les manifestations non infectieuses des DICV. Alors, c'est bloqué. Voilà, très bien. Donc, les DICV, comme on a vu, ce sont les déficits immunitaires symptomatiques les plus fréquents chez l'adulte. Et malheureusement, au Maroc, on en est encore loin de cette prévalence qui est de 1 sur 25 000 au niveau mondial. On a bien vu que les infections sinopulmonaires, ce sont les manifestations les plus importantes, mais il ne faut pas oublier que dans 30% des cas, ces DICV peuvent se manifester au premier abord par des manifestations non infectieuses et qui sont très nombreuses, notamment à différents mécanismes, comme a dit Madame El-Ammar, donc des mécanismes auto-immuns, granulomateux, lymphoprolifératifs, et parfois, ils peuvent se manifester par un cancer. Ces manifestations non infectieuses sont très importantes à connaître, notamment en médecine interne, car ça peut être la principale porte d'entrée dans la maladie, donc révéler ce déficit immunitaire. Le pronostic de ces déficits immunitaires a été amélioré grâce au traitement substitutif par les immunoglobulines, mais malheureusement, ces complications non infectieuses échappent au contrôle par les immunoglobulines et constituent un véritable challenge pour la thérapie. Et là, on commence à avoir l'émergence de nouvelles thérapeutiques comme les thérapies ciblées ou les biothérapies dans ce genre de maladie. Ça va être présenté par Madame Moudatir. Donc, les DICV, ce sont des infections, oui, mais également des manifestations auto-immunes, une lymphoprolifération, des granulomatoses, ce qui en fait une belle maladie de système, comme on les aime en médecine interne. Alors là, j'ai emprunté une slide à professeur Nezar Mehlaoui qui nous a fait un cours sur les déficits immunitaires. Et là, on voit bien que c'est vrai, les infections constituent 90% des révélations, mais quand on rajoute l'auto-immunité avec les proliférations, ça fait 60% de présentation possible de ces maladies. Donc, dans ma présentation, je ne vais pas m'attarder sur l'aspect digestif ou pneumologique, car cela va être fait par mes collègues. Je vais commencer par les manifestations auto-immunes. Ce sont l'une des premières manifestations. Ça concerne presque le tiers des cas. Dans notre série, ça concernait 45% des malades. Elles sont dominées par les cytopénies auto-immunes. Elles peuvent même précéder le DICV de plusieurs années, voire des dizaines d'années, dans la majorité des cas. En premier lieu, on retrouve le purpura thrombopénique immunologique, c'est la manifestation cytopénique la plus fréquente, suivie par l'anémie hémolytique auto-immune, et puis, en dernier, la neutropénie. Elles sont corrélées avec une diminution du nombre des cellules B matures, avec une augmentation des CD19, CD21 low. La thrombopénie peut être due à un mécanisme auto-immun, mais dans le DICV, il ne faut pas oublier que ça peut être dû à un hypersplénisme, à une maladie hépatique chronique, comme on va le voir avec Madame Hliwa, à certaines néoplasies, à des infections et certainement à des effets indésirables de certains médicaments. Alors, ce tableau, c'est le registre UZIDNet qui a pu rassembler les différentes manifestations, notamment auto-immunes, lors du DICV. Donc, on voit que dans cette série, c'est presque un quart des patients qui ont une manifestation auto-immune. Et quand on voit les cytopénies auto-immunes plus le DICV, ça implique plus de complications non infectieuses, notamment plus d'entéropathie, plus de maladies hépatiques, plus de lymphoprolifération, etc. Et malheureusement, c'est grévé par une morbidité et une mortalité accrue. On voit également, à côté des cytopénies auto-immunes, ces manifestations peuvent aller de la polyarthrite rhumatoïde au vitiligo, au syndrome de Sjögren, à de véritables lupus. Donc, c'est de véritables pièges diagnostiques. Il faut vraiment guetter ce déficit immunitaire sous-jacent.
La deuxième manifestation très importante, c'est la lymphoprolifération qui peut concerner de 25 à 40% des patients. Cette lymphoprolifération peut se voir cliniquement sous forme de splénomégalie ou d'adénopathie. Elle peut toucher le tube digestif, elle peut toucher le parenchyme pulmonaire, le foie et même la peau sous forme de pseudo-érythème noueux. Le problème de ces lymphoproliférations, c'est qu'il augmente de 2,5 le risque de développer un lymphome, notamment chez les sujets âgés. À l'histologie, ce qui permet de différencier la lymphoprolifération des DICV par rapport à d'autres maladies, c'est l'absence de plasmocytes à l'histologie. La troisième grande manifestation, c'est la granulomatose. Comme a dit Mme Ammar, le DICV peut véritablement mimer une sarcoïdose. Il peut toucher les différents organes, poumons, rate, mais également la peau, le tube digestif, la moelle osseuse également. Et le poumon reste la principale localisation de ces granulomatoses et ça nous donne une entité particulière qui rassemble granulome plus l'infiltration lymphoïde qu'on appelle le GLILD. Donc, sur ce schéma, on peut voir en flèche noire, donc c'est les granulomes à cellules géantes, et sur la flèche rouge, c'est les follicules lymphoïdes réactionnels qui caractérisent bien le DICV. Donc là, c'est une comparaison entre le DICV avec granulomatose et la sarcoïdose. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc dans le DICV, en plus de la granulomatose, on aura des manifestations auto-immunes fréquentes, notamment hématologiques. On aura l'hypogamma, donc c'est une sarcoïdose avec hypogamma, d'accord, pour s'en rappeler. Et on aura également cette fameuse GLILD avec pneumopathie lymphoïde. Et on n'aura pas également de plasmocytes dans les biopsies. C'est ce qui la différencie de la sarcoïdose. Le plus important à noter également, c'est le risque cancéreux qui peut aller jusqu'à 5 fois chez les personnes qui ont un DICV, surtout les gens qui ont entre 50 ans et 60 ans. C'est surtout des lymphomes B, notamment le MALT, et souvent c'est des lymphomes EBV négatifs, donc Epstein-Barr négatif. En deuxième lieu, on pourra avoir des cancers gastriques, donc il faut toujours les chercher, notamment en cas d'atrophie gastrique, et malheureusement, ces néoplasies sont dues à des dysrégulations immunitaires, à une susceptibilité à certains agents infectieux et une instabilité chromosomique. Une entité à connaître également, c'est le LOKID, qui était avant compté parmi les DICV. Actuellement, il est exclu des DICV car dans ce cadre-là, on n'a presque pas de lymphocyte B. On a également une lymphopénie très sévère. Ça fait comme un VIH avec des infections opportunistes et plus de splénomégalie, plus de granulomatose avec une fréquence d'hospitalisation d'antibiothérapie récurrente. C'est une entité à connaître à côté du DICV. Les particularités immunologiques chez ces patients qui ont ces manifestations auto-immunes ou lymphoprolifératives et granulomatoses, on a une plus forte diminution des lymphocytes B mémoire commutés aussi switchés, comme l'a rappelé Madame Bakori. On a également des anomalies très importantes des lymphocytes T, notamment la baisse des T régulateurs qui expliquerait cet échappement et cette rupture de tolérance par rapport au soi. Et également, on a noté également des anomalies de l'immunité innée, notamment des cellules présentatrices d'antigènes, notamment les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Il y a également des particularités génétiques. Donc, il y a des gènes qui ont été identifiés qui sont plus marqués par ces manifestations non infectieuses, notamment inflammatoires et auto-immunes, plus que d'infections à germes, par exemple, encapsulées.
Pour les particularités thérapeutiques, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être vu par Madame Moudatir. Ça reste un vrai challenge, car pour ces manifestations, par exemple les manifestations auto-immunes, on serait amené à donner de la corticothérapie, à donner des molécules immunosuppressives sur un terrain déjà immunodéprimé. Donc, c'est à manier avec une grande prudence. Et là vient intervenir donc, le rôle très important de certaines thérapies ciblées comme le rituximab ou les anti-TNF-alpha. Donc, c'est vrai qu'il faut diagnostiquer le DICV, mais il faut également suivre ces malades. Vu ces différentes manifestations à guetter, donc il faut leur faire des bilans de référence et puis chaque 6 mois, suivre le foie, l'atteinte digestive, l'atteinte pulmonaire, guetter les signes d'appel d'un cancer ou d'une lymphoprolifération. En conclusion, je voulais juste vous mettre cette image en tête de l'iceberg. C'est vrai que les manifestations infectieuses sont les plus importantes en chiffres, mais les complications non infectieuses sont d'autant plus importantes en matière de pronostic. Ils sont marqués par la cytopénie auto-immune. Ils peuvent précéder le déficit immunitaire. Donc, devant, par exemple, une anémie hémolytique auto-immune, il faut rajouter le DICV dans la recherche du bilan étiologique, rajouter une électrophorèse des protides. Ça peut être un mode de présentation qui serait fréquent. Et dans l'avenir, donc, on utilisera de plus en plus de thérapies ciblées dans cette maladie. Et grâce au réseau des différents médecins et des différentes spécialités, il y aura une prise en charge multidisciplinaire de ces malades et une très bonne prise en charge dans l'avenir. Je vous remercie.